Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE sur Bismart, transition écologique, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Au menu, comme tous les jours, voici le sommaire. La Mayenne veut devenir le premier département bas carbone de France. Son président Olivier Richefou sera mon invité alors qu'il vient de faire voter un budget vert et veut mesurer l'impact écologique de ses dépenses. Le déploiement de la 5G va-t-il alourdir l'empreinte carbone de la France? Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure. Nous verrons notamment quelles sont les recommandations du Haut Conseil pour le climat. Et puis dans Smart Ideas, on découvrira Loca qui propose des vêtements de seconde main pour les bébés et les enfants. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact, c'est tout de suite. Quand un département s'engage, gros plan sur la Mayenne avec son président Olivier Richefou. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le premier département de France à mettre en place un budget vert. Ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, ça veut dire que nous cherchons, bien évidemment, dans cette logique que nous partageons tous, de diminuer notre empreinte environnementale, eh bien, à quantifier les choses. Et faire un budget vert, ça a d'abord une vocation pédagogique. Une vocation pédagogique qui consiste à passer le message à la fois aux élus et aux équipes et aux agents du conseil départemental que, quelle que soit notre place dans l'administration territoriale, nous avons un rôle à jouer et un rôle en lien avec l'environnement. Une fois de plus, que l'on soit dans une direction de la solidarité où on s'occupe des bénéficiaires du RSA, que l'on soit bien sûr... on l'imagine à l'entretien des routes, ou bien que l'on soit dans un collège public. Quels outils vous mettez en place, vous allez mettre en place pour mesurer l'impact de vos dépenses ? Je sais que vous l'avez déjà fait en partie, mais quels outils vous avez utilisés ? Alors on a utilisé les mêmes outils que la loi de finances pour 2021 mise en œuvre par le gouvernement a utilisé, donc des outils qui sont promus par le CGEDD, et puis par l'inspection générale de l'administration, avec l'adaptation qui a été proposée par I4CE, je vérifie juste l'appellation du think tank bien connu, qui a mis en place des outils adaptés aux collectivités. Donc nous les avons utilisés et nous avons présenté effectivement mi-décembre pour la première fois un budget vert en analysant chaque poste de dépense de notre budget, qui est un budget de 360 millions d'euros environ, pour regarder ce qui était neutre, ce qui était favorable ou ce qui était défavorable pour l'environnement. Alors on va regarder en détail effectivement les dépenses favorables et défavorables, mais d'abord un mot des prochaines élections départementales. C'est dans 6 mois. Ce budget vert, c'est aussi un argument de campagne électorale. J'espère que les élections auront lieu au mois de juin de cette année, parce que cela sera le signe que la situation sanitaire de notre pays se sera améliorée. Puisque je rappelle, sans rentrer dans les détails, que fin mars, la Haute Autorité de Santé doit donner un avis sur le sujet. Mais au-delà de l'aspect électoral, je pense que c'est dans la durée que cette action s'inscrit. Bien sûr, nous avons déjà une politique environnementale depuis de nombreuses années. Le fait de donner un indicateur me semble essentiel, parce que l'indicateur, ce n'est pas le premier qui compte, c'est le deuxième. Parce que c'est l'évolution qui est importante, ce n'est pas la mesure à un instant T, c'est le sens qui va être donné à nos actions qui va être déterminant. Alors, les dépenses qui ont un impact négatif sur l'environnement, donc vous les avez identifiées, elles représentent quelle part de ce budget ? Je rappelle 360 millions d'euros au total. Elles représentent un peu plus de 5%, 5,5% pour être précis, aux environs de 20 millions d'euros qui ont été jugés défavorables à l'environnement. On a à peu près 12% qui ont été considérés comme étant favorables à l'environnement, et puis la grande majorité des dépenses ont été considérées comme neutres, parce que quand on est notamment dans des missions de solidarité comme le sont dans les départements, quand on aide des personnes qui sont bénéficiaires du RSA ou quand on prend en charge l'enfance en danger, eh bien à ce stade-là, dans le premier travail qui a été réalisé, il était difficile de déterminer avec beaucoup de précision s'il y avait des actions qui étaient défavorables ou favorables, et donc un certain nombre d'actions ont été considérées comme neutres, parce que c'est aussi le premier budget vert et que la méthode mérite encore d'être affinée.
Donc 5% de dépenses qui ont un impact négatif. Évidemment, c'est d'abord les réseaux routiers. Et j'ai vu dans votre budget que les travaux routiers apparaissent au premier rang de vos investissements pour 2021. C'est 29 millions d'euros. Alors, est-ce que ça, c'est compatible, Olivier Richefou, avec l'annonce d'un budget vert ? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut bien mesurer, notamment sur la question des routes, c'est qu'elles sont souvent considérées comme défavorables en raison de l'usage, qui est un usage qui est mis en œuvre par des véhicules thermiques la plupart du temps. Parce que je ne suis pas sûr que le jour où on roulera tous en véhicule électrique ou en véhicule à hydrogène, la route sera considérée comme défavorable à l'environnement. Donc vous voyez bien qu'il y a aussi cette question de la définition de l'usage qui est fait notamment des investissements. Et puis quand on investit sur la route, on investit nous aujourd'hui de plus en plus sur les pistes cyclables. Tout nouveau projet de route départementale intègre nécessairement la réflexion d'une piste cyclable qui doit l'aborder. La piste cyclable, assez naturellement, notamment lorsqu'on réussit à la faire avec des liants végétaux, eh bien, elle n'est pas défavorable à l'environnement, bien au contraire. Un peu plus de 12% de dépenses, 12,7, un impact positif, un impact favorable. Vous disiez l'important c'est le budget d'après, puis celui d'après, c'est-à-dire c'est le chemin. Vous avez quelle ambition si effectivement vous êtes réélu président et si les élections, vous avez raison, ont bien lieu en juin? L'ambition, c'est d'améliorer bien évidemment cet impact favorable sur l'environnement, mais une fois de plus, au-delà de la mesure, c'est l'état d'esprit qui compte pour moi. Ça veut dire qu'à chaque fois maintenant que les services, que les élus vont porter un projet, et notamment, vous venez de le dire, la nouvelle équipe que j'imagine conduire aux prochaines élections, eh bien, elle devra se poser la question. Certes, je mets 3 millions sur tel plan, mais est-il favorable pour l'environnement? Est-il neutre ou est-il défavorable? Et s'il est en partie défavorable, comment est-ce que je peux diminuer son impact défavorable sur ce budget vert? Ça va devenir un critère. Ouais. Et ce qui est intéressant, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois, mais c'est le côté aussi transversal. C'est-à-dire que tous les métiers au sein d'un département doivent être concernés. Oui, si je prends l'exemple du RSA, on sait très bien que pour aider le retour à l'emploi, on a besoin souvent de combattre un peu le problème de mobilité dans nos territoires ruraux. Si la mobilité, je prête des véhicules qui sont thermiques, ce n'est pas favorable à l'environnement. Si je prête des véhicules qui sont électriques, ce qu'on est en train de faire par exemple, eh bien voilà une mesure qui est favorable à l'environnement. Donc on voit que même sur des politiques qui ne sont pas routières comme la politique que je viens d'expliquer, eh bien on peut avoir ce regard environnemental. En matière de biodiversité, tiens, si on prend un autre exemple, quels sont les leviers? Parce qu'il y a aussi la question des pouvoirs départementaux, régionaux, des maires. Quels sont les leviers dont vous disposez au niveau d'un département en matière de biodiversité? Nous, on a des leviers importants sur les espaces naturels sensibles. Nous sommes les pilotes, la plupart du temps, des espaces naturels sensibles, qui sont des espaces souvent en milieu rural, que l'on considère comme indispensables à l'écodiversité, et que nous entretenons, que nous faisons entretenir, et pour lequel nous participons financièrement. La Mayenne a la chance d'avoir près d'une 60aine d'espaces naturels sensibles, et on y tient. Ah, on a un petit souci technique avec Olivier Richefou, le président du conseil départemental de la Mayenne. Je pense que le son et l'image sont revenus. Olivier Richefou, on vous entend. On a juste perdu. Oui, c'est pas grave, on a juste perdu la fin. Mais ce qui moi m'intéresse aussi, là vous prenez un engagement. Bon, vous dites la Mayenne, premier département bas carbone. Vous êtes conscient évidemment que vous allez être observé avec cet engagement, puisque vous vous présentez comme le premier. Oui, on a pour objectif de l'être. Nous sommes en train d'affiner la mesure de l'état des lieux, parce que de la même façon, il faut un état des lieux pour savoir où l'on va. Mais vous savez, on a la chance d'avoir un département agricole, et moi je crois beaucoup que les agriculteurs seront des acteurs importants demain, notamment de la captation du carbone par les plantations, par l'entretien du bocage. Et nous qui sommes un territoire d'élevage, on a une très grande complémentarité avec le bocage, et le bocage, ça stocke du carbone. Et donc on a aussi, en associant tous les acteurs économiques du territoire,
de belles histoires à écrire. On a écrit une belle histoire, par exemple, il y a très peu de jours, avec la signature d'un contrat entre une entreprise qui fait beaucoup de livraisons dans le territoire de la Mayenne et qui, pour éliminer son empreinte carbone, a passé une convention avec un agriculteur qui, par des plantations de haies complémentaires, va ainsi effacer cette empreinte carbone. Voilà des multiplications qu'il nous faut faire. Merci beaucoup, merci Olivier Richoux. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, je vous propose notre débat sur le déploiement de la 5G en France. Comment maîtriser l'impact carbone de la 5G en France? C'est le thème de notre débat avec Ginette Vastel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge du réseau risques et impacts industriels chez France Nature Environnement. J'accueille également Jérôme Cohen. Bonjour. Le président de Engage. Vous accompagnez notamment, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'activités, les entreprises dans leur transition écologique. Le gouvernement doit présenter le mois prochain sa feuille de route pour un numérique écologique. Est-ce que vous pensez que le déploiement de la 5G, ça rend ce défi encore plus compliqué à relever pour un numérique écologique, Ginette Vastel? C'est-à-dire que sur la 5G, à ma connaissance, il n'y a aucune étude aujourd'hui globale qui détermine les impacts environnementaux de la 5G. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dû voir, le débat, c'est l'énergie. Et on dit la 5G, alors ce qui est vrai, pour un volume de données égale 5G, 4G, la 5G utilise moins d'énergie. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais l'objectif de la 5G, c'est pas ça. L'objectif, c'est un déploiement de données beaucoup plus important. Qui dit déploiement de données plus important dit plus de consommation, plus de data centers qui consomment. Plus de vidéos partagées. Vidéos, 60% de l'énergie consommée, c'est vidéo. Donc, forcément, la 5G va... En plus, il faut les objets pour la 5G. Donc, qui dit fabrication des objets, parce qu'il faut quand même savoir que les impacts environnementaux, 75% sont liés à la fabrication des équipements, qu'il s'agisse d'équipements réseau ou équipements pour utilisation pour les privés. Ouais. Et donc vous êtes plutôt pessimiste, mais vous dites on n'a pas la grande étude qui permet aujourd'hui de répondre à la question, même si le Haut Conseil pour le climat, à la demande du Sénat, a commencé à évaluer quand même l'impact de la 5G. On a des études partagées. Ouais. On n'a pas la globalité. Mais on sait, bien sûr qu'il y a des études qui sont faites. Pour regarder le Shift Project, par exemple, vous avez déjà beaucoup de données. Oui, l'étude me dit qu'il y aura entre 20 et 40% d'augmentation en 2030 de l'impact climatique. Mais après, si je peux enchaîner, je sais pas, bien sûr. Je pense qu'en fait, il faut sortir, à mon avis, d'un débat stérile, en fait, qui est d'opposer l'innovateur et les Amish, si vous suivez mon regard, de penser que un maire qui dit que la 5G ne permettra juste de regarder plus de vidéos, de chats ou de porno. Stéphane Richard qui dit hier, le président d'Orange, dans les Échos, dans le JDD, qu'il n'y aura aucun impact de la 5G sur le climat. C'est prendre les Français pour des idiots. Des deux côtés ? Des deux côtés. Et éviter un dialogue intelligent par rapport à ce qui, pour moi, la 5G, évidemment, derrière, il y aura une rupture technologique très forte, mais c'est une interrogation, c'est un vrai débat de société sur le progrès. Parce que l'impact technologique, pour chacun d'entre nous, en tant qu'utilisateur, va être majeur. Sur le travail, va être majeur avec l'automatisation. Et puis, évidemment, on va y avoir un objet des objets connectés, alors qu'on n'est pas... donc, notre façon de vivre, notre façon de travailler, parce que tout sera connecté dans nos vies, notre façon de travailler, l'automatisation, qui veut dire qu'on va avoir besoin de nouvelles compétences, etc. Parce que la plupart des actions de travail aujourd'hui automatiques va être faites par des robots. Donc, toute cette transition... il faut la prendre en compte et se poser la question de quel type de société nous voulons et quels sont ses impacts. Parce que bien sûr, il y aura des impacts environnementaux. Oui, mais c'est vrai que l'un des arguments de ceux qui disent la 5G permettra de faire aussi des économies en matière d'énergie, c'est que ça permettra de réduire les émissions de CO2 dans beaucoup de secteurs d'activité. Oui, Ginette Vastel, est-ce que vous y croyez à ça ou pas? Non, mais moi, je vous rejoins sur... Et
France Nature Environnement l'a dit tout de suite, nous on n'est pas contre la 5G sans regarder ce qui se passe. On demande simplement de ne pas promouvoir une technologie sans qu'on ait étudié un minimum d'études sur cette technologie, ce qui est le cas aujourd'hui. Oui, puis sans qu'on ait créé un débat. Enfin, faut Un vraiment débat, que alors, les citoyens, les entreprises, les régulateurs travaillent Mais entre elles. quand vous dites entre eux. la notion de progrès, c'est aussi la notion de compétition sûr. économique internationale Oui. qui se pose. Oui. Parce que la 5G, elle se déploie un peu partout à plus grande vitesse qu'en France. Plus grande vitesse qu'en France. Maintenant, vous avez relevé la notion de société. Après, il appartient quand même aux citoyens. Il appartiendrait, parce qu'aujourd'hui, ce débat, on ne l'a pas eu. Il Suffisamment, appartient oui. aussi. Ben oui, on ne l'a pas eu suffisamment. Donc, il appartient aux citoyens de déterminer c'est quoi la société qu'on veut demain, quoi. Est-ce qu'on veut une société où la 5G est indispensable parce que tout va être connecté? Ou est-ce qu'on veut une autre société? Par exemple, Oui, mais pardon de vous interrompre, mais je repose la question de la compétition internationale. Oui, Est-ce non, qu'on mais- peut être la société où la 5G n'est pas déployée quand tous les autres l'ont Non, déployée? mais moi je pense que le problème n'est pas de ne pas déployer la 5G. C'est pas, je pense que le problème il a été mal posé à Amish. On n'est pas des Amish, nous, hein, donc bon. Le problème c'est de le déployer comment? C'est ça la question. C'est pas de ne pas le déployer parce que bien sûr qu'il y en aura dans l'industrie. Si vous parlez de l'industrie 4.0, on a besoin de la 5G. Pour pouvoir, effectivement, pour les robots. Alors après, il faut peut-être qu'il n'y ait pas trop de robots quand même, parce que c'est une ça question, pose d'autres problèmes ailleurs. Enfin, c'est un autre problème. Mais dans le médical, la 5G va apporter. Donc, effectivement, maintenant, c'est l'utilisation. Aujourd'hui, on n'a pas dit... Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'est-ce que, pour l'individu, la 5G va apporter avec son petit smartphone, là. Non, mais c'est créer Vous voyez, aussi c'est- le cadre d'utilisation de la 5G. Oui. Et ça, c'est à travailler entre les régulateurs, les entreprises et les citoyens. L'idée, c'est pas être contre la 5G. De toute façon, à quoi ça sert? L'Europe est en train déjà de travailler sur la 6G, de faire des réglementations là-dessus. Donc évidemment, on va y aller. Mais comment on organise la société pour avoir un rapport, on va dire, intelligent, de maîtrise, de compréhension de ces implications et de saine décision entre des acteurs qui n'ont pas les mêmes intérêts. Donc, est-ce qu'on va être capable d'écouter les arguments de chacun? Est-ce que chacun va être capable peut-être de dépasser un peu son propre intérêt personnel pour considérer l'intérêt général dans ce débat? Ou est-ce qu'on va rester sur des débats qui sont pour moi uniquement idéologiques, simplificateurs, où on prend les décideurs ou les utilisateurs pour des idiots? Ouais, Donc pour moi, c'est ça la question. Ouais, sur la question, Jérôme Cohen, du renouvellement des terminaux, des smartphones, des tablettes, des montres connectées, le discours des opérateurs, c'est de dire les consommateurs changent surtout de téléphone quand le précédent ne fonctionne plus. Est-ce que vous les croyez? Non, je trouve ça d'une Non, part, puis en plus, pour moi, c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce changement-là. Il y a une course un peu, comme on voit avec l'Europe, à l'échalote du toujours plus de technologie. Et puis après, il ne faut pas oublier, parce qu'ils disent évidemment que... je ne suis pas en train de les critiquer absolument, mais qu'il y a un impact positif sur le carbone, enfin sur l'environnement. Mais c'est oublier complètement l'effet rebond et tout ce que cette technologie va pouvoir apporter comme nouvelle utilisation. Et après, on accusera les consommateurs d'utiliser plus, d'être eux-mêmes les responsables de cette surconsommation. Donc Non, c'est parce que- cet équilibre qui est extrêmement dangereux. Mais oui, il va y avoir une explosion des outils connectés. Et ensuite, je ne crois pas... Je pense pas. C'est-à-dire que le renouvellement, il se fera aussi sous la pression Bien sûr. de la Bien technologie, sûr. de l'envie d'avoir le l'envie dernier objet. et puis quoi. de tous les process pour faire Ouais. consommer plus. Enfin, faut pas être naïf. 75% de la consommation, c'est la fabrication. Donc, accuser les gens, c'est pas l'utilisation. C'est 75%. Oui, C'est d'où la l'importance du fabrication. renouvellement. C'est ce que vous disiez Alors, tout à l'heure. Si on oui, mais le renouvelle renouvellement, il va être à de toute fait. vitesse, De fait. ça augmente la pollution. Mais une chose aussi, c'est qu'on oublie, par exemple, que pour fabriquer, parce que ça, on le passe vraiment... pour fabriquer, il faut aller extraire des métaux, par exemple. Bon, ça, c'est quand même tout un pan, l'extraction minière, qui, elle, pollue, beaucoup de choses. Qui Et même puis, provoque la guerre dans certaines parties du qui monde, se autour fait- du Congo, au Congo et tout à fait, autour. qui se fait Bien sûr. parfois dans des secteurs en guerre et qui pose des problèmes. Et qui pose aussi des problèmes sur les populations locales. Hein, c'est bon. Mais peut-être. Mais- Ouais, pardon. mais bon. Je vous en prie. Il y a ça, il y a tout, donc la fabrication, et puis il y a la fin de vie. Voilà, la Parce que celle-là, recyclabilité, on l'oublie, On la aurait fin dû de vie. anticiper par rapport à toutes ces Si, problématiques. Ouais. si vous avez une fin de vie dans laquelle, comme aujourd'hui, il y a très peu de smartphones qui sont repris aujourd'hui, qui
qui sont pour la réparabilité. Et il y a une mine là qu'on peut utiliser. Mais pour faire ça, il faut anticiper. C'est-à-dire oui, qu'il faut mais avoir des moi je suis moins critique que vous parce que quand un grand opérateur comme Orange dit on vise la neutralité carbone, alors pour 2040, vous pouvez dire c'est trop loin 2040, mais oui d'accord, mais il y a forcément aussi ces questions-là qui sont intégrées à la réflexion d'un opérateur ou d'un constructeur. Non, mais je suis d'accord avec vous que Orange arrive à la neutralité en 2040. Il aurait été préférable que ce soit plus tôt, mais pour l'instant, c'est des vœux. Enfin, si vous voulez, pardon. L'idée, c'est de voir comment cette trajectoire va être réalisée et opérationnellement assurée. Et ça, on en est, à mes yeux, extrêmement loin. Et est-ce que, en intégrant cette question de la 5G, on n'aurait pas pu se poser un peu plus tôt et de façon beaucoup plus massive, par exemple, la question, de la recyclabilité, qui est évidemment un objectif majeur. Puis un autre petit point aussi, c'est que on diffuse largement la 5G. Or, là, il y a encore énormément de territoires où même la 4G ou la 3G n'est pas diffusée. Donc, ça va créer évidemment des différences majeures d'accès à la donnée. Donc, je pense avant de trouver des réponses technologiques qui sont nécessaires, et encore une fois, l'idée, c'est pas de freiner la technologie, bien au contraire, c'est de savoir quelles questions fondamentales on veut se poser et quelles sont les questions les plus intelligentes, les plus intéressantes pour la société. Est-ce qu'il y a encore, dernière question, Ginette Vastel, une fenêtre de tir, là, d'opportunité pour le gouvernement pour imposer des règles plus strictes aux opérateurs ? Ils ont commencé déjà, parce qu'ils vont faire plus de contrôles et tout, mais j'ai envie de dire, je vous rejoins, c'est pas des petites mesures comme ça qu'il faut prendre, il faut faire un cadre, et que tout le monde se conforme dans le cadre. Et aujourd'hui, on en est loin quand même. Alors, bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire. On peut déjà informer les consommateurs, déjà. Parce qu'aujourd'hui, franchement, faites un micro-trottoir, vous allez voir, posez la question, c'est quoi la 5G ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Voilà. Et une chose qu'on ne dit pas non plus, c'est qu'il y a 2 phases dans la 5G. Il y a la phase qu'on vit aujourd'hui, avec les enchères qui ont été mises, puis il y aura la deuxième phase. La phase où on va utiliser la bande de fréquence 26 gigas, qui est complètement différente. Et là, il y a sans doute une opportunité pour là, redéfinir le cadre. il y a une vraie opportunité pour définir un cadre avant de faire les nouvelles enchères. Merci beaucoup. Merci à tous les deux de ce débat qui était apaisé et passionnant. Tout de suite, c'est Smart Ideas. Et si on achetait des vêtements de seconde main ? Une start-up à l'honneur et la bonne idée du jour est signée Anouk Blanchouin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la fondatrice de Loca Loca. C'est un site de vente de vêtements pour enfants, des vêtements de seconde main. Quand et surtout pourquoi vous l'avez créé ? Alors, je l'ai créé l'année dernière. C'est à la suite de mon parcours d'études où je me suis dit, maintenant, dans quoi je veux mettre mon énergie ? Et en fait, je ne me voyais pas mettre mon énergie dans autre chose que d'essayer de résoudre un problème de société. Et c'est là où je me suis posé la question, dans quel domaine il y a un impact environnemental fort, et il s'avère qu'on commence à en prendre conscience. L'industrie du textile est extrêmement polluant, mais aussi un impact social. Et donc avec Loca Loca, l'idée c'était de remettre du sens dans ce marché en essayant de répondre à une double problématique, de limiter la production de vêtements neufs, qui a un impact social et environnemental fort, mais aussi de limiter, d'essayer de réduire le transport qui est de plus en plus croissant, notamment avec des sites de seconde main qui font que si on veut un jean maintenant, on peut aller le chercher à l'autre bout de la France. Alors que peut-être il y a quelqu'un dans notre région qui a aussi un jean qui pourrait... c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que vous êtes dans cette logique d'écosystème. C'est un mot qu'on emploie beaucoup en ce moment, mais un écosystème ville par ville. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors en fait, c'est que avec Loca Loca, l'idée c'est de récupérer les vêtements dans la région lyonnaise, parce que j'ai commencé à Lyon, et de les redistribuer, donc les proposer aux parents à Lyon également. Donc là, actuellement, Loca Loca est uniquement présent à Lyon. Donc, au travers pour l'instant, c'est des boutiques éphémères, mais cette année, ça sera une boutique éco-conçue qu'on va mettre en place, et justement de créer cet écosystème, donc de réutiliser sur un même territoire les vêtements qui sont déjà sur place. On ne soupçonne pas les ressources qui existent en vêtements autour de nous ? Non, complètement pas. Et ça, je le vois notamment en échangeant avec les parents, c'est que beaucoup de parents ont des quantités phénoménales de vêtements dont ils ne savent plus quoi faire, et la facilité, c'est de les donner à
à des associations d'un coup, alors qu'il y a d'autres parents qui pourraient en avoir le besoin, surtout que les enfants, les vêtements d'enfants sont impeccables, enfin pour la plupart en très très bon état. Ouais. C'est quoi votre modèle économique? Vous les rachetez ces vêtements, les parents vous les donnent et ils récupèrent une partie de la vente? Comment ça marche? Alors, je les récupère sous forme de... Après, je leur donne une réduction qu'ils peuvent utiliser sur leur prochain achat. Donc, ils peuvent ramener entre 10 et 20 vêtements. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut assez contrôler parce que vu que les parents ont énormément de vêtements, nous, on ne peut pas se permettre de récupérer des centaines de vêtements à chaque fois. Donc, c'est de récupérer entre 10 et 20 vêtements en état impeccable et de leur proposer entre 10 et 20% de réduction sur leur prochain achat. Donc, de les inciter aussi à consommer seconde main à leur tour en local. Oui, ça c'est intéressant parce que l'un des freins, ça peut être un frein psychologique. J'imagine que vous devez lutter contre ce frein psychologique. Oui. Ah, mais je ne vais pas porter pour moi ou pour mes enfants des vêtements de seconde main. C'est ça, et tout à fait. Et c'est d'ailleurs dans l'étude de Xerfi qui est sortie là en septembre dernier, où il disait qu'il n'y a que 20% de personnes qui consomment déjà seconde main, alors qu'il y a 40% supplémentaires à ces 20% qui seraient prêts à consommer seconde main. Mais comme vous le dites, c'est qu'il y a des freins qui font que peut-être les vêtements sont sales ou on ne sait pas la traçabilité. Et avec Loca, c'est aussi ma volonté de créer un réseau de distribution à terme, justement pour rassurer, pour être une marque de confiance, en disant il y a une vraie sélection qui se fait, les vêtements ils sont dans un état impeccable, et puis vous pouvez même vous aussi le voir en rapportant vos vêtements que nous on vérifie et qu'on n'accepte pas s'ils ne sont pas en excellent état. Quelques chiffres sur l'impact de l'industrie de la mode sur Fondation Ellen MacArthur. Un t-shirt nécessite environ 2700 litres d'eau. Un jean, c'est entre 7000 et 10 000 litres d'eau par jean. On est bien d'accord. Ces vêtements qui parcourent parfois plus de 40 000 km avant d'être vendus en France. Et il faut savoir qu'on produit 50 millions de tonnes de vêtements chaque année. Quand vous voyez ces chiffres, Anouk Blanchoin, vous vous dites quoi? C'est urgent de révolutionner la mode? C'est déjà urgent d'informer parce qu'en fait, moi, la première, il y a 10 ans, je consommais chez des marques de fast fashion parce que j'avais pas l'information. Et une fois qu'on a l'information et qu'on est conscient d'un t-shirt, quel est son impact environnemental et social, là, c'est d'opter vers des techniques, de faire un choix plus en conscience, que ce soit de la seconde main ou que ce soit des marques. Il y a de plus en plus de marques pour les adultes qui émergent et qui font les choses correctement, qui recyclent des tissus. Donc, c'est pas d'imposer la seconde main à tout le monde parce que des personnes peuvent ne pas la vouloir, mais c'est plus de prendre conscience qu'il y a un vrai problème et de voir quelles sont les différentes possibilités. Loca, c'en est une pour les enfants, mais c'est pas la seule. Merci beaucoup. Merci Anouk Blanchoin. Bon vent à Loca. C'est un peu dingue, quoi. C'est ça, alors? C'est local et c'est fou. Super. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, 9h, midi, 20h30. C'est sur Bismart.